Très cher Laurent, je salue les anciens ministres présents. Je les remercie chaleureusement de leur présence. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, anciens, actuels, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Alors, comme on dit, ici c'est Paris, mais surtout ici c'est Oudinot. Je remercie infiniment de votre présence nombreuse ici à Oudinot. Et je voudrais que ce moment soit entre nous un moment de cap. Dans cette salle, il y a des élus, il y a des agents de l'État, il y a des entrepreneurs, des acteurs associatifs, il y a des journalistes, il y a des amis des Outre-mer. Il y a des femmes et des hommes qui connaissent ces territoires pour ce qu'ils sont vraiment, dans le réel. Ils savent exactement comme moi ce que représentent les Outre-mer et ce que représente aussi ce ministère. Je veux le redire clairement, le ministère des Outre-mer n'est pas un ministère social. Ce n'est pas un ministère de compensation. Ici, nous sommes dans un ministère de souveraineté. Souveraineté stratégique, souveraineté territoriale, souveraineté économique, souveraineté régalienne. Et dans le monde dans lequel nous sommes entrés, vous comprendrez que ce n'est pas un slogan, mais c'est une nécessité. Les rapports de force reviennent et les puissances s'affrontent. Les océans, les routes maritimes, les frontières, les zones d'influence, tout ça redevient décisif. La France est une puissance parce qu'elle est présente dans les trois océans, parce qu'elle y vit, parce qu'elle y décide grâce à ses outre-mer. Concrètement, quand la France contrôle le deuxième espace maritime du monde, elle ne le fait pas depuis Paris. Elle le fait depuis la Guyane, la Polynésie française, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, les terres australes-antarctiques. Quand la France protège ses câbles sous-marins, ses routes commerciales, ses ressources maritimes, quand elle lutte contre les trafics, contre la pêche illégale, quand elle affirme sa présence face aux grandes puissances, elle le fait par ses territoires ultramarins. Sans les Outre-mer, la France est un pays continental comme les autres. Et les Outre-mer sont une dimension centrale de ce que nous sommes. C'est avec cette conviction que je mène mon action depuis mon arrivée ici, il y a un peu plus de 3 mois. Nous étions fin 2025, une année difficile, je ne referai pas l'inventaire de ce qui s'est passé tout au long de cette année. Vous savez ce que les crises, que les fragilités cumulées ont coûté à certains territoires. Ils ont été exposés parfois violemment, mais ils ont fait face. C'est à partir de cette réalité que j'aborde l'année 2026. Je le fais avec une méthode claire et avec une ligne simple. Je vais le redire, je l'ai dit aux parlementaires. Je ne suis pas là pour promettre ce que nous ne pourrions pas tenir. Nous savons ce qu'est le contexte politique, nous savons ce qu'il permet, nous savons ce qu'il ne permet pas. Donc, je ne parlerai pas comme d'autres de grands soirs. Mais je parlerai de ce à quoi je crois, et je crois en la succession de petits matins, pour reprendre une expression favorite de mon préfet de département, le Val d'Oise. Une succession de petits matins pour les Outre-mer. Certaines grandes réformes qui nécessitent du temps, qui exigent une majorité parlementaire, chose que nous ne maîtrisons pas tout à fait aujourd'hui. Ces réformes, elles auront leur moment, notamment dans le débat présidentiel à venir. Pour autant, en 2026, en attendant, nous ne serons pas dans l'inaction, il y a beaucoup à faire. Depuis mon arrivée au MOM, le ministère des Outre-mer, terme affectueux de ce ministère, mes journées sont rythmées par des situations très concrètes, des situations vécues. C'est pour y répondre que j'ai fixé un cap que je veux développer devant vous autour de 3 principes qui guident mon action. Le premier principe, agir là où l'urgence l'exige. Je vais donc vous parler d'abord de la Nouvelle-Calédonie. Quand je suis arrivée au ministère, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup. À Paris, certains expliquaient très tranquillement que ce dossier était ingérable, que c'était l'échec assuré, que c'était trop tard, que c'était déjà perdu. Il y a
ceux qui ont commenté de près comme de loin, qui ont distribué les mauvais points, puis il y a ceux qui ont travaillé. Je suis allée sur le terrain très vite, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas faire de politique à distance. On ne peut pas se contenter de constater l'état des fractures, il faut les affronter. La réalité, je l'ai vue. Le territoire épuisé, des tensions profondes, une confiance qui est abîmée, mais l'envie, évidemment, des Calédoniens de s'en sortir. Et dans ce contexte, oui, ramener tout le monde à la table des discussions était difficile, mais c'était indispensable. C'est ce que je me suis employée à faire en renouant le dialogue avec tout le monde, en étant transparente avec tout le monde, en dépit des désaccords. J'ai retissé, je crois, le lien de confiance. Le président de la République a choisi de remettre tout le monde autour de la table le 16 janvier, en réunissant l'ensemble des forces politiques représentées au Congrès. Et puis ensuite, nous avons travaillé, sans tabou. Nous avons travaillé sur tous les sujets, le fond, les mots, le calendrier, l'avenir, pendant 4 jours. Et à la fin, nous avons obtenu ce que beaucoup disaient impossible, 2 textes qui permettent de donner toute sa portée à ce moment politique. L'accord Élysée-Oudinot sur le volet institutionnel et un protocole financier qui détaille une partie du grand pacte de refondation économique voulu par le Premier ministre. Je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à cela. J'en profite pour saluer, s'ils sont présents, Olivier Jacob et Laurent Lenoble. Un calendrier est désormais posé et c'est au Parlement de prendre sa part parce que les Calédoniens ont fait des efforts considérables et que personne ne doit jouer avec ça. C'est ce que je m'emploie déjà à porter auprès des députés et des sénateurs. La deuxième urgence, c'est Mayotte. Mayotte, avec les cyclones Chido et Dikeledi, a vécu une épreuve terrible. Il y a urgence, il y a des cicatrices, elles sont toujours visibles sur le territoire, dans le quotidien des Mahorais. Je l'ai vu au moment de mon déplacement à la mi-décembre. Et maintenant, il y a la reconstruction. Et cette reconstruction, nous l'accompagnons, c'est notre devoir. Je le dis parce que je veux que ce soit clair. Les moyens sont là. 4 milliards d'euros pour la période 2025-2030, près de 700 millions d'euros pour l'année 2026. Et surtout, avec le soutien du Premier ministre, nous avons sécurisé ces financements. Ils sont sanctuarisés dans un programme spécifique, le BIT. Ça peut paraître technique, mais ça change tout. Parce que ça n'est plus une promesse vague, c'est de l'argent fléché, c'est de l'argent piloté au plus près du terrain, avec des projets concrets. Autrement dit, on passe bien à l'exécution et l'État est au rendez-vous. Il est aussi en ingénierie, en expertise, en capacité à faire, grâce à l'établissement public que nous avons installé, qui accompagne les acteurs locaux en apportant des compétences, de l'appui opérationnel, pour que sur le terrain, les dossiers voient le jour et que les travaux démarrent. Mais la reconstruction, ce ne sont pas seulement des bâtiments, des routes, des réseaux, des écoles, des logements. C'est la capacité de retrouver une vie normale tout court. Et sur ce point, je veux dire aux Mahorais que je suis déterminée à les accompagner sur tous les volets. L'économie, le social, bien sûr, l'éducation, la jeunesse et le régalien. J'insiste sur ce dernier mot, le régalien. On ne reconstruit pas si la sécurité n'est pas assurée. On ne reconstruit pas si l'immigration irrégulière continue de déstabiliser le territoire comme c'est le cas. Je verrai très prochainement le ministre de l'Intérieur pour mettre sur la table très concrètement, là aussi, les moyens que nous pouvons déployer. La troisième urgence, c'est la vie chère. C'est une réalité quotidienne, parfois étouffante pour des millions de concitoyens, en particulier pour nos compatriotes des Outre-mer. Ce n'est pas la vie chère au sens vague du terme. Ici, on parle d'injustice. Parce qu'il n'est pas normal que, selon le territoire où on vit, on paye plus cher ce qui est essentiel. L'alimentation, l'hygiène, les produits de base. Dans certains territoires, les écarts de prix dépassent 40% sur les produits alimentaires, évidemment, c'est inacceptable. Le Premier ministre a parlé d'urgence. Des urgences, j'en ai fait la priorité. Un travail a été engagé au Parlement, il est important, mais il faut aller maintenant plus loin. Et surtout, il faut être plus efficace pour toucher aux mécanismes qui alimentent ces prix, les marges, les rentes, les circuits, les situations de concurrence insuffisantes dans les prochaines semaines. Comme je m'y étais engagée, j'ouvrirai donc une phase de concertation avec l'objectif d'aboutir à un texte qui soit plus solide et plus opérant.
Le deuxième principe que je vous propose, créer les conditions de la confiance et de la stabilité. Derrière les urgences, derrière tout ce que nous pourrions faire ensemble, il y a la même exigence. Donner au territoire de la visibilité et des moyens. Je veux donc dire un mot du cadre économique et du budget. Parce que depuis l'automne, j'ai entendu beaucoup de choses sur le fait que les Outre-mer paieraient la note, sur le fait qu'on allait faire des économies sur le dos des Outre-mer. Ça, c'était probablement la copie initiale. Et je l'ai combattue. Et avec la copie finale, ce sont 500 millions d'euros supplémentaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, 1 milliard d'euros supplémentaires sur le projet de loi de finances. Ça, c'est un choix politique fort, qui s'inscrit dans le soutien global de l'État en direction des Outre-mer, qui atteint près de 27 milliards d'euros. Nous pouvons donc nous en réjouir. Alors, une fois que j'ai dit ça, ce qui va compter, c'est l'exécution. Et dans cette logique, je voudrais parler d'un outil important pour les territoires ultramarins, c'est la LODEOM. C'est ce qui permet à beaucoup d'entreprises d'embaucher et d'investir. Cet outil, je l'ai dit, doit évoluer. Pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Je ne ferai pas une réforme à la va-vite ou contre les territoires. Je ferai une réforme utile, plus lisible, plus simple, mieux ciblée, surtout plus efficace sur l'emploi et la compétitivité. Le travail va bientôt pouvoir démarrer avec tous les acteurs concernés. Je vais prochainement mandater une personnalité à la tête de cette mission. La LODEOM, évidemment, ça n'est pas un sujet isolé, c'est une pièce de l'ensemble, et donc en parallèle. Je veux vous dire que je travaille à une loi d'orientation pour les Outre-mer. Parce qu'on ne peut pas piloter ces politiques uniquement à coup de quelques dispositifs éparpillés. Il faut une direction, il faut de la continuité, parce que les Outre-mer ne se transforment pas en 6 mois. Ils ont besoin d'un cap qui dépasse les calendriers politiques, bien sûr, et qui protège l'action publique dans la durée. Cette loi d'orientation, c'est un travail en cours, c'est vrai, mais elle aura le mérite de poser un cadre que je veux utile, y compris pour la suite, y compris pour post-2027 et donc pour mes successeurs. Dans l'intervalle, d'ici la fin de cette année, j'installerai un rendez-vous économique majeur, un moment où l'on parle des Outre-mer comme d'une force et comme d'un levier de puissance. Je veux un grand forum économique, si vous me permettez l'expression, je veux un Choose Outre-mer. Nous y travaillons. Et comme rien ne se construit durablement sans stabilité, évidemment la question de la sécurité est au cœur de mes réflexions. Économie et sécurité sont liées. Dans plusieurs territoires, la situation sécuritaire reste difficile. Je pense au fléau du narcotrafic, je pense aux violences qu'il génère. Je pense au fait qu'il touche aujourd'hui l'ensemble des territoires ultramarins. Dès mon arrivée, j'ai demandé une chose. J'ai demandé que les Outre-mer puissent intégrer la feuille de route de lutte contre le narcotrafic voulue par le président de la République. C'est chose faite. Et depuis, nous travaillons d'arrache-pied sur les ports, sur les aéroports, sur les contrôles, sur les filières, sur les mules, sur les routes maritimes. Il y aura des propositions à venir. Je refuse que ces territoires deviennent des plateformes du trafic mondial. Je refuse que ces trafics viennent détruire nos sociétés et notre jeunesse. Je crois que c'est ça aussi, la souveraineté, c'est de protéger nos frontières et de protéger nos populations. Troisième principe, préparer l'avenir. Urgence, stabilité, confiance à venir. Parce qu'évidemment, oui, il faut préparer la suite. Parce qu'un ministère de souveraineté, ce n'est pas seulement un ministère qui vient éteindre les incendies, c'est un ministère qui trace une trajectoire. Et préparer l'avenir, c'est d'abord accompagner les évolutions institutionnelles que certains territoires souhaitent engager. Le président de la République m'a confié la conduite de groupes de travail sur ce sujet avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. C'est un exercice inédit que nous sommes en train d'effectuer. Je l'ai entamé dès le mois de décembre dernier. Je veux le mener avec une ligne très simple. On ne procède pas à des évolutions institutionnelles pour le plaisir. On le fait pour améliorer concrètement la vie de nos compatriotes. Chaque territoire sera regardé pour ce qu'il est, avec son histoire, avec ses équilibres, avec ses sensibilités. Et à la fin, ce sont les populations concernées qui seront consultées, ce sont bien elles qui trancheront. Préparer l'avenir, c'est ensuite construire pour la jeunesse. Voilà un sujet qui me tient à cœur et qui me touche. Je vais m'en expliquer parce que c'est un peu plus personnel. Depuis 4 ans, à chaque mois de janvier, le ministre qui présente ses vœux n'est pas toujours le même que celui qui les a présentés l'année d'avant.
s'apprête à sourire jusqu'au moment où on se rappelle que les Outre-mer n'ont pas le luxe de l'instabilité. Je suis, je crois, la 11e ministre depuis 2017. D'abord, je vous propose de ne pas en changer. Je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, j'ai voulu être là. J'ai voulu ce ministère. Parce que beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, mon histoire, mon parcours me ramènent ici. Je suis avocate de métier, vous le savez, j'ai une obsession, c'est l'égalité des chances. On parle beaucoup. Dans les Outre-mer, c'est une promesse qui n'est pas encore totalement tenue. Est-ce qu'on a mis fin à l'assignation à résidence? Non. Est-ce qu'on a avancé? Oui. Mais est-ce qu'on a fait assez? Certainement pas. Un jeune ultramarin, en théorie, a toutes les raisons d'être fier de ce qu'il est et d'où il vient. Mais est-ce qu'on lui donne réellement les mêmes chances quand la vie coûte plus cher, quand la violence pèse davantage, quand les études supérieures riment avec éloignement, déracinement, quand il faut encore supporter le mépris, le racisme, ou cette idée absurde qu'il faudrait prouver plus parce qu'on vient des Outre-mer. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça signifie dans sa chair. Je peux vous dire que c'est lourd dans la construction d'une vie. Alors, est-ce que je vais tout changer dans les quelques mois qui sont peut-être devant moi? Je n'ai évidemment pas cette prétention, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais me battre. Et je vais me battre un peu plus fort. Je vais me battre peut-être avec davantage de tripes, peut-être avec davantage de moi que mes prédécesseurs. Là-dessus, vous pouvez compter sur moi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je vous ai dit ce soir, ce n'est pas un catalogue. C'est ma ligne, c'est mon exigence et c'est ma méthode. Quand je suis arrivée, rien n'était écrit. Et je vais même vous dire les choses telles qu'elles se sont passées. Quand je suis arrivée, j'ai subi à ma nomination une vague d'attaques, comme jamais je n'en avais connu, je veux dire. Des injures à caractère raciste, sexiste. J'ai même été qualifiée par un élu qui a pignon sur rue de crachat fait au visage des Outre-mer. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas une minute à perdre et parce que ma place est au travail et pas dans le bruit, vous l'aurez compris. Et je crois pouvoir le dire ce soir avec la confiance du Premier ministre et du Président de la République, avec l'engagement de mon cabinet, de tous ceux qui sont ici, nous avons avancé. Nous avons obtenu un budget en hausse. Nous avons créé les conditions d'un accord en Nouvelle-Calédonie. Nous avons sanctuarisé les crédits de Mayotte et lancé la reconstruction. Nous avons ouvert des chantiers sur l'avenir institutionnel des territoires. Tout ça, nous l'avons fait en 3 mois, en 100 jours. Et je pourrais citer bien d'autres sujets, mais ce soir, je vais en rester là. Je finirai en disant que je ne demande pas à être jugée sur ce que certains imaginent que je suis. Je demande à être jugée sur ce que je fais. Et je vous donne donc rendez-vous plus tard. Vive Oudinot, vive les Outre-mer, vive la République et vive la France.